Bonjour, cette vidéo qui sera faite entièrement en français aborde une des questions les plus difficiles à laquelle l'humanité n'a pas trouvé une réponse unique, adéquate, à la hauteur de son ambiguïté, l'ambiguïté du désir. Pourquoi désire-t-on telle personne et non une autre? Avant de rentrer dans les réflexions qui cernent cette question, je vais faire un petit retour en arrière pour comprendre ce qu'on avait déjà dit à propos de cette question. Dans l'Antiquité, le désir était associé au pathos, d'où le mot passion. Passion, passivité. Et passion, tout ce qui nous rend passif, qui nous dépasse. Une chose à laquelle on s'attache d'une manière très forte. Une chose ou une personne. La passion du jeu, il nous dépasse. Il y a un séduisant roman chez Dostoïevski qui s'appelle Le Joueur. C'est très beau. Cette passion qui encercle la totalité de l'homme. Le pathos, la passion, la passivité. On est passif devant la passion. On est passif devant le désir. Il nous encercle. Ça, c'est la conception qui a été un peu développée pendant l'Antiquité. Au XIXe siècle, on voit apparaître une autre philosophie, une autre psychologie du désir. Et on trouve que le désir est associé à un état de manque. Le manque. Tout manque provoque le désir de cet objet qui manque. On trouve ça un peu chez Schopenhauer. J'ai eu l'occasion et le plaisir de travailler sur cette notion du désir, et je l'ai travaillé sur une autre problématique du temps libre. Et en m'inspirant un peu de la théorie de Schopenhauer, je suis arrivé à la conclusion que pendant la semaine, les gens désirent l'arrivée de cette journée où le travail est interdit, à savoir le dimanche. Enfin, il y a maintenant quelques enseignes qui ouvrent le dimanche, mais dans la législation, le travail du dimanche est un peu cerné par des lois. Et j'ai montré qu'une fois le dimanche arrive, le désir du dimanche s'est évaporé, d'où l'ennui. Parce que bon, moi, d'après les travaux que j'ai faits sur cette problématique-là, il y a beaucoup de personnes qui s'ennuient le dimanche par le fait comme quoi ils n'ont pas ce désir, le désir de dimanche. Le désir de dimanche, mais ça reste quand même une certaine manière un peu légère pour expliquer les choses. En tout cas, nous trouvons dans la littérature du XIXe siècle que le désir est associé à un état de manque. Une chose aussi d'une grande importance, on la trouve chez Jean-Jacques Rousseau, qui part un peu sur une problématique très importante, où il dit « ce n'est pas la chose ou la personne que nous disons qui est importante dans cette problématique, c'est le fait que nous idéalisons, c'est un besoin d'idéalisation dans notre vécu qui nous pousse à désirer. Ça n'a rien à voir avec celui qu'on désire ou celle qu'on désire. C'est nous qui idéalisons telle personne pour vraiment avoir une certaine approche de séduction avec elle.
Mais c'est très important cette question-là de l'idéalisation de l'autre. Moi, je trouve que c'est très important. Mais je vais essayer de la contourner et la prendre par une autre vision. Alors, la première des choses, c'est que je montre que les sciences sociales sont là pour nous aider à comprendre beaucoup de choses, beaucoup de phénomènes sociaux, beaucoup de faits sociaux et individuels et humains. Mais ils sont incapables de nous fournir des réponses à la hauteur des questions que nous posons, comme la question concernant le désir. À quoi sert le désir? Pourquoi le désir est là? Pourquoi désire-t-on? Et je trouve, c'est ça ce qui est un petit peu ma part de nouveauté dans ce problème. Je trouve que le désir, nous ne pouvons pas l'expliquer. Parce que nous ne savons pas pourquoi nous aimons telle personne au lieu d'une autre. Nous ne savons pas. Personne ne peut nous convaincre sur vraiment l'exhaustivité de ce désir qu'il ressent pour une autre personne. Personne. Il y a toute une part d'ambiguïté, de secret, d'énigme, de cachet, d'ambigu qui est dans le désir. Nous ne savons pas. Et tant mieux. Pourquoi tant mieux? Parce que tant que nous ne le savons pas, ben le désir, il prend une dimension humaine. Le jour où on arrivera à comprendre qu'est-ce que c'est que le désir et pourquoi on désire telle personne et pas une autre, il n'y a plus de désir, c'est fini. C'est notre incapacité de résoudre la question du désir qui fait du désir quelque chose de très beau. C'est notre incapacité humaine de cerner les mécanismes psychologiques, affectifs, qui produisent cet état de désir, cette incapacité de cerner ces mécanismes qui fait de nous des êtres humains et qui donne au désir, c'est l'être de noblesse. Ça, c'est vraiment très important. Et je crois qu'il n'y a personne qui a abordé la question du désir de ce point de vue sur notre faiblesse à l'expliquer. Et la question qui se pose aussi, peut-on aimer sans désirer? Est-ce qu'on peut aimer une personne sans la désirer? Quand j'étais petit, j'ai lu un roman d'un jeune garçon, d'un jeune homme, qui va tomber amoureux d'une jeune fille d'une manière aveugle. Aveugle. Il n'y a que cette fille qui existe sur Terre. Ce grand amour, il va faire intérioriser dans les sentiments, dans la tête de l'amoureux, de cet amoureux, de ce garçon amoureux, l'idée que sa bien-aimée n'est pas un être humain. Elle n'est pas faite pour une relation sexuelle. Ce n'est pas une femme comme les autres femmes. Elle ne peut pas avoir un enfant dans son ventre comme les autres femmes. C'est un être supranaturel, c'est un être, lui il appelait son Dieu. Cette personne n'est pas faite pour être touchée. Elle s'appelle Aïda. C'est dans la trilogie de prix Nobel de littérature, Naguib. La question qui se pose, est-ce que l'amour, même quand il atteint le plafond platonique, peut-il être dépourvu de ce désir épidermique, ce frottement de peau contre peau, pour rester un peu élégant dans la manière de dire les choses? Peut-on aimer sans désirer l'autre? Si nous aimons sans désirer l'autre, ce n'est plus de l'amour. Le jeune homme qui a fait de sa bien-aimée quelque chose une personne extra, eh bien ça c'est juste un roman, c'est un roman ça. Ce n'est pas la réalité. Mais dans la réalité, dans ce que Hegel appelle le besoin de reconnaissance,
Ça veut dire, c'est pas la reconnaissance que je veux être grand. Non. Le besoin de reconnaissance, ça veut dire que je suis un être humain comme les autres. C'est ça le besoin de reconnaissance, c'est que, eh bien, notre condition humaine, elle est faite par cette incapacité de comprendre pourquoi nous désirons l'autre. Elle est faite par notre incapacité de ne pas désirer celui qu'on aime. Ce sont quelques lignes là que je pose, mais la question reste large. Son épaisseur devra être un petit peu vue et revue, travaillée par d'autres chercheurs qui sont spécialisés dans les sciences sociales et les sciences humaines. Je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas d'aider Chetchen parce qu'il est en train de prendre quelques forces et les nouvelles, et on va essayer un petit peu d'en faire des apostrophes EN, d'en faire quelque chose de très très puissant. Merci beaucoup et bonne journée.